Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, lancement des travaux de l'initiative africaine pour les énergies renouvelables. C'est le président de la République, coordinateur du projet sur l'électrification de l'Afrique à travers les énergies renouvelables qui a présidé la cérémonie de lancement. Ce sont des chiffres qui font froid au dos. Plus de 42 000 étudiants sont des fictifs. C'est ce qui ressort du recensement biométrique provisoire des universités publiques et privées engagées par le ministère de l'Enseignement supérieur. Marine Le Pen dans la tourmente, le Parlement européen vient de lever son immunité parlementaire à cause d'une diffusion d'images d'exaction du groupe État islamique sur son compte Twitter. Merci de nous rejoindre. Le président de la République a procédé ce jeudi au lancement des travaux de l'initiative africaine pour les énergies renouvelables. Ce projet ambitieux, dont Alpha Condé est coordinateur pour l'Afrique, vise à permettre au continent de se doter de systèmes d'exploitation des ressources d'énergie renouvelable et accessible aux populations. Devant des partenaires techniques et financiers, le chef de l'État a tenu à les rassurer de son engagement pour la réalisation de cet ambitieux projet. Mamadou Salouba, Yacouba Traoré. La Guinée, porte d'entrée des énergies renouvelables en Afrique. Avec plus de 20 bassins fluviaux et un engagement de son président à promouvoir les énergies renouvelables, la Guinée abrite le premier dialogue des parties prenantes à l'initiative de l'Afrique pour les énergies renouvelables. Un vaste projet d'électrification qui tire son origine de la COP 21 à Paris en décembre 2015. Plus de 650 millions d'Africains sont privés d'énergie. La réalisation de ce projet est d'une importance capitale. L'initiative de l'Afrique pour les énergies renouvelables, lancée par les chefs d'État africains après le COP 21 à Paris et au sommet de Kigali, vise à déployer au moins 10 gigawatts de capacité nouvelle additionnelle d'énergie renouvelable d'ici 2020 et au moins 300 gigawatts de capacité nouvelle et supplémentaire d'ici 2030. Moins de 300 gigawatts d'ici 2030, un groupe de 10 partenaires internationaux composé des pays du G7, rejoints par l'Union européenne, la Suède et les Pays-Bas, se sont déjà engagés à mobiliser au moins 10 milliards de dollars pour la réalisation de ce projet. Une somme qui va permettre aussi de réduire le taux des migrants à travers la création d'emplois. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique ne peut s'empêcher d'apporter des précisions. Barack Obama aussi avait lancé sa propre initiative qu'on a appelée Power Africa. Là aussi, c'est pour l'électrification de toute l'Afrique. Mais les présidents, les chefs d'État africains aussi, se sont réunis et ils ont lancé, après la COP 21, l'initiative africaine des énergies renouvelables. Donc électrifier toute l'Afrique à travers les énergies renouvelables, je veux dire l'hydroélectricité, le solaire, l'éolien, etc. 10 milliards de dollars pour un départ, ensuite 30 milliards, une aubaine que doit saisir la Guinée. Selon cet ancien Premier ministre, le choix porté sur la Guinée pour abriter cette rencontre n'est pas fortuit. Le président, durant son premier mandat, a réussi une prouesse qui a été inégalée. En un an, il a doublé la capacité de production du pays. Donc ça, c'est inédit en Afrique. Et deuxièmement, il a mené une bataille sans merci à l'occasion de la COP 21 pour faire en sorte que tous les pays africains acceptent de signer l'accord, mais avec des engagements des pays occidentaux et des pays développés. Donc cette reconnaissance de ses pairs lui a valu donc de choisir la Guinée pour abriter cette réunion. La Guinée s'engage à exploiter ses potentiels énergétiques. Plusieurs chefs d'État sont attendus en Guinée pour réussir à électrifier toute l'Afrique à travers les énergies renouvelables. Passation de service ce matin au ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Christine Sagnon a passé la main à Aïssatou Baldé, nouvelle patronne du dit ministère. Elle promet de se mettre à la tâche et faire face aux défis. Compte rendu, Aminata Silla, Abdoulaye Kamara.
C'est devant les cadres du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts ainsi que des membres du gouvernement que s'est tenue la passation de services entre la ministre entrante et celle sortante qui rappelle quelques actions. Sur le plan de la protection de l'environnement, le lancement des opérations de reconditionnement des PCB stockés au port de Conakry, la visite des 4 établissements classés cimenteries dans la préfecture de Doubreka dans le cadre de la lutte contre la pollution, l'organisation de la restitution de la COP 21. Assietou Baldé, la nouvelle ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, a tenu à remercier Christine Sagno pour la bonne collaboration. Elle s'est ensuite engagée à rehausser davantage les actions entreprises par son prédécesseur avant de rappeler ses collaborateurs à la noble mission qui les attend tous. Vous conviendrez avec moi que le défi à relever est immense et qu'il se pose en termes d'urgence. Pour relever ce défi, je me propose de mettre en place un programme qui sera appuyé par des actions urgentes à court et moyen terme. L'opérationnalisation de ce programme nécessite non seulement l'appui de nos partenaires au développement, mais aussi et surtout l'engagement participatif de tous les cadres du département. Cette cérémonie de passation de service a pris fin par l'installation officielle de la nouvelle ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts dans son fauteuil de commandement. D'une passation à une autre, Sékou Kourouma a passé le témoin à Billy Nankouma Doumbouya. La cérémonie de passation a eu lieu dans les locaux du ministère de la Fonction publique. Mohamed Damarou Kamara Abou Korea Kourouma nous signe le compte-rendu de cette passation. Pendant plus de 20 minutes de speech, le ministre sortant Sékou Kourouma a égrené l'essentiel des actions qu'il a menées durant les 3 ans qu'il a fait à la tête de ce département, avant de témoigner de toute sa confiance en son successeur et sa capacité à poursuivre le vaste chantier de réforme qu'il a déjà mis en marche. Billy Nankouma Doumbouya, grand cadre, comme lui reconnaissent ses collaborateurs et pas seulement son prédécesseur, maîtriserait les ficelles de l'administration publique. Conscient de l'immensité de la mission à accomplir, il veut compter sur l'appui de l'ensemble des cadres du département pour atteindre les objectifs souhaités. Ce remaniement ministériel intervient à un moment où le ministère de la Fonction publique, de la réforme de l'État et la modernisation de l'administration traverse une crise de gestion en font foi les récentes grognes des fonctionnaires contractuels mais aussi des enseignants, des dossiers prioritaires dont le traitement est vivement attendu. On en vient à cet élément annoncé au sommaire. Ce sont des chiffres qui font froid au dos. Plus de 42 000 étudiants manquent à l'appel, ce qui représente une perte estimée à plus de 100 milliards de francs guinéens. C'est du moins ce qui ressort des résultats provisoires de la biométrisation des étudiants que vient de rendre public le ministère de l'Enseignement supérieur, où partaient donc ces fonds que l'État déboursait pour les boursiers. En tout cas, le ministre Abdoulaye Yero Baldé compte désormais orienter ces fonds pour l'équipement des universités, la formation des professeurs et l'amélioration de leurs conditions de vie. Alseni Bari et Mohamed Aloussen Kamara. Cette biométrisation des étudiants a démarré depuis juillet dernier. L'objectif est de contrôler les effectifs dans les établissements scolaires publics et privés. C'est des centaines de milliards que l'État est en train de perdre chaque année. Et nous ne savons pas la destination de ces centaines de milliards. Et je crois que grâce à la biométrie, nous allons pouvoir maîtriser. Je vous disais aujourd'hui, dès le début, l'un des objectifs aussi est de maîtriser le budget de l'enseignement supérieur. Il faut qu'on sache où va chaque franc, parce que c'est l'argent du contribuable guinéen. Les étudiants de la première année n'étaient pas concernés. À l'issue de l'opération, sur 85 585 inscrits, seuls 38 647 ont répondu. Donc, plus de 42 000 étudiants manquent à l'appel. Une situation que fustige le ministre. Cette confirmation de plus de 50% de fictifs dans le système, nous pensons à une économie de près de entre 150 et 200 milliards ou plus par an. Ça, c'est le minimum que nous pensons. Et ces fonds seront investis concrètement dans les infrastructures, les équipements, la formation des formateurs et aussi l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Le système éducatif se porte mal. Le contrôle était inexistant, déplore Abdoulaye Yero Baldé. Désormais, seuls les étudiants enrôlés bénéficieront de leur bourse. D'autres réformes vont accompagner ces mesures.
parce qu'on envisage aussi de payer les bourses des étudiants via ce système. Peut-être il y aura des cartes qui sont imprimées et les étudiants vont recevoir leurs bourses si toutes les infrastructures sont en place via ces cartes. Donc si vous ne mettez pas votre doigt, vous ne pouvez pas toucher votre argent. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là. Donc si vous voyagez, vous êtes à l'étranger comme avant, certains touchent les bourses de ceux qui ne sont pas là, ça va changer. Et on envisage aussi de faire la même chose pour les boursiers qui sont à l'étranger. Ils seront biométrisés. On ira jusqu'à l'étranger, biométriser chaque étudiant qui bénéficie d'une bourse du gouvernement guinéen. Cette opération va s'étendre à l'intérieur du pays dans les jours à venir. Les fondateurs des universités, quant à eux, devront recevoir les résultats de la biométrisation pour d'éventuelles réactions. Dans l'actualité encore, en marge de la 19e Assemblée générale de l'ACAM, la Guinée a organisé les deuxièmes journées pharmaceutiques ce jeudi. C'est à travers une table ronde que les acteurs du monde pharmaceutique ont échangé sur le cadre juridique et institutionnel des centrales d'achat et des stratégies à mettre en œuvre pour lutter contre le marché illicite et la contrefaçon. Idrissa Bari, Amara Alex Silla nous signe le reportage. À travers cette table ronde, les acteurs du monde pharmaceutique discutent de la problématique de la disponibilité et de l'accès des médicaments essentiels génériques aux populations. Ils se pencheront surtout sur une politique nationale appropriée aux pays membres dans l'opérationnalisation de ces centrales d'achat. Quelle est vraiment la structure qui peut être vraiment opérationnelle pour atteindre les résultats de cette disponibilité en médicaments essentiels pour les populations, et cela des médicaments de qualité et à coût abordable. C'est ce qui est important. Donc c'est au pays de définir sa politique en la matière. La réalité montre qu'en Guinée, il existe plus de 80 sociétés grossistes de produits pharmaceutiques, des structures que le syndicat des pharmaciens et officines de Guinée dénonce. Son premier responsable regrette le manque d'engouement des laboratoires médicaux et fustige la présence des produits sur le marché illicite. Les laboratoires, c'est-à-dire ceux qui fabriquent les médicaments, fuient la Guinée. Mais pourquoi ils fuient la Guinée? Parce que si vous amenez aujourd'hui ça en Guinée, demain, nous on vous reproduit des milliers, des tonnages, des conteneurs de ce même produit, mais en faux. C'est pourquoi les labos sérieux ont dit la Guinée, pardon, mettez la croix dessus. En Guinée, il existe deux sous-sections d'achat de produits pharmaceutiques. Il s'agit de celle privée et la PCG qui est celle étatique. Pour cette deuxième journée pharmaceutique, la pharmacie centrale de Guinée compte tirer profit des expériences des autres pays membres de l'ACAM. Une vision sans action concrète est inconsommable. Les actions concrètes sans vision est une perte de temps. Alors nous essayons de concilier les deux pour que dans les prochains jours, dans les prochains mois à venir, on puisse dire oui, la Guinée, les médicaments sont disponibles là où il faut et à coût abordable. Présentation d'une quantité importante de drogue ce jeudi par la gendarmerie. Il s'agit de 2 tonnes de chanvre indien saisies depuis le mois de décembre dernier. L'opération a été rendue possible grâce à la vigilance des services de sécurité. Abdourahmane Ba, Ibrahima Souma nous signe le reportage. 2 tonnes 700 kg de chanvre indien. Cette drogue est saisie par l'unité d'intervention de l'escadron mobile de la gendarmerie nationale. La drogue dans des sacs de voyage, dans des bidons d'huile. Il a fallu toute une procédure pour démanteler ce réseau de trafiquants en provenance de Forêt-Caria. Ça nous a permis de déceler tout ce système-là à travers les trafiquants de drogue sur les différents barrages. C'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir 2 tonnes 700 kg de chanvre indien que vous voyez là derrière vous. Un dévouement de l'unité d'intervention de l'escadron mobile certes, mais sans la collaboration de la population locale, tout cela n'aurait été possible. Cette quantité de drogue saisie sera mise à la disposition du ministère de la Justice pour une incinération. Mais avant, un huissier de justice devra procéder à un contrôle préalable de la quantité saisie. Nous assistons le parquet dans cette opération qui est
d'assister à l'enlèvement ou à l'embarquement ou nécessairement s'il y a incinération programmée par les autorités compétentes. Pour le respect des procédures de détention, les 23 personnes arrêtées ont déjà été mises à la disposition de la justice. Un Nigérian du nom de Jonathan a porté main sur son employé. Son nom, Mamadou Paté Diallo. Depuis cette mésaventure, le jeune homme de 22 ans rencontre de sérieux problèmes avec son organe génital suite à un coup reçu de la part de son employeur. Le dossier aurait été instruit par le tribunal de première instance de Mafanko qui tarderait de sortir le verdict final. Le récit avec Kadia Diallo. Mamadou Paté Diallo, âgé de 22 ans, employé de Jonathan de nationalité nigériane. Depuis quelques années, ces deux évoluaient ensemble. Ces derniers temps, une incompréhension au service a tourné au vinaigre. Le Nigérian aurait porté main sur son employé. Celui-ci s'est retrouvé avec une enflure de sa partie intime. C'est lors que j'ai pris mon téléphone, il m'a dit « Paté, lève-toi, tu es en train de me voler ». Je me suis levé, il a demandé le dévissement. « Est-ce que tu as pris Paté prendre l'argent là ?» Le dévissement dit non. Il a dit que ce n'est pas vrai. Il va me fouiller. Il m'a fouillé. Il a retrouvé 200 000 dans mes poches. Il m'a dit que c'est sur l'argent. Il a compris que c'est comme ça que je travaille avec lui. Il m'a donné un coup de genou sur mon chèque. 2 fois, je suis tombé. Il a monté sur mon ventre. Il m'a frappé. Après quelques minutes, mon testicule est gonflé. Avec l'aggravation de son état de santé, Mamadou Paté a été admis d'urgence pour une plaie septique post-traumatique de la région virginale droite. Je suis parti faire une opération dans une clinique à Yataya, là où on m'a confirmé que j'ai perdu mon testicule. J'ai resté là-bas 2 semaines, on m'a évacué à Ignachidine. Donc le testicule, ce que le boss il a caché, ça c'est déjà annulé. J'ai porté plainte contre lui à la DPJ. Il est arrivé, il a déposé 11 millions pour mes premiers soins. Donc jusqu'à présent, la justice n'est pas à agir. Moi, Paté, je souffre à la maison. Après l'intervention chirurgicale, le patient endure une incapacité sexuelle, d'où la séparation de corps entre lui et sa femme. Je ne peux pas faire de rapports sexuels. Mon femme était déplacée partir à Mamou. Donc c'est pas facile de suivre un homme sans faire des trucs pareils, parce qu'elle va dire que elle aussi est en train de perdre son temps. Une plainte aurait été portée contre l'auteur, le nommé Jonathan. Mais le tribunal de première instance de Mafanko tarde à trancher entre les deux parties. Je demande à la justice de faire tous les moyens, de nous envoyer débattre le barreau. On va se justifier pour que je puisse évacuer pour aller me soigner. Débuté le 11 février dernier, la promo MTN Saint-Valentin, fête des femmes, continue jusqu'au 10 avril prochain. Cette semaine, encore 15 autres fidèles clients ont gagné des cadeaux. Ils ont remporté des bijoux et des bons d'achat d'1 à 2 millions de francs guinéens. La remise s'est effectuée ce jeudi à Bonfi, dans la commune de Matam. Malik Sandiana Kamara, Ibrahima Souri 5 Souma. Sidi Tunkara, enseignant de profession, est l'un des heureux gagnants de la promo MTN Saint-Valentin et Fête des femmes. Son cadeau est d'1 million de francs guinéens offert par la société de téléphonie MTN Guinée. Depuis qu'on a lancé le promo, à chaque fois je rechargeais, je me connectais. Et voilà un jour que MTN Guinée m'a appelé pour dire que je suis un des gagnants. Et le monsieur qui m'a appelé, c'était un certain Barry. Quand il m'a appelé, bon, je ne croyais pas. Pour participer à cette promo, ces 15 gagnants ont juste souscrit au jeu en tapant ce code et rechargé leur compte de 5 000 francs guinéens tous les jours durant la semaine. Des lots de cadeaux restent encore à gagner jusqu'au 10 avril prochain. Le gros lot, c'est à la fin de la promo et le gros lot se chiffre à 100 millions de francs guinéens. J'exhorte tout le peuple de Guinée, tous ceux qui ont la puce MTN et ceux qui n'en ont pas, de courir vers les points de vente, de s'acheter des puces et puis de composer étoile 410 pour être l'heureux gagnant des 100 millions qui sont en jeu. Parmi ces 15 gagnants de la semaine, 5 ont bénéficié d'1 million de bons d'achat chacun, 5 autres de 2 millions chacun et les autres ont bénéficié d'une boîte à bijoux, une manière pour MTN Guinée de fidéliser ses clients et être plus proche d'eux.
Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes en régie et en édition. Excellente soirée en compagnie de nos programmes.